Quand on parle de devoir de mémoire ou de travail de mémoire, ça veut dire rendre hommage, bien sûr, à ceux qui sont morts pour la France, ne pas oublier. Mais comment ne pas oublier et comment rendre hommage? Eh bien, en transmettant. Et comment transmettre? C'est par du témoignage. On transmet au travers du monde scolaire, donc ce qui suppose d'avoir une relation forte avec les enseignants. Et c'est ce que j'appellerais notre devoir citoyen. Nous sommes des porteurs de citoyenneté par notre passé. Parce que la mémoire combattante, c'est quoi? C'est expliquer que du poilu de 14-18 jusqu'au petit gars là, qui se trouve, pardon, je dis ça avec beaucoup d'affection, ce sont des gens qui étaient là pour défendre la liberté. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du général Hervé Longuet, président de l'Union nationale des combattants. Cet ancien pilote de chasse, grand officier de la Légion d'honneur et qui a notamment conduit l'action des forces aériennes françaises en Arabie Saoudite lors de la guerre du Golfe, nous parle de son parcours et de sa nouvelle mission à la tête de l'UNC. Cette association, fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale, a pour objectif de défendre les droits des combattants. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous nos articles et reportages sur notre site internet defensezone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Général. Bonjour mon Général. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites? Bien écoutez, oui, alors je suis issu de l'armée de l'air. J'ai eu une carrière de pilote de combat. J'ai eu le privilège, si je puis dire, de faire une carrière, j'allais dire, dans une sphère essentiellement opérationnelle, et à la fois lorsque j'étais pilote, et ensuite en état-major. Donc j'étais toujours en contact avec, je dirais, le monde des opérations. D'accord. Et dans ces opérations-là, est-ce que vous pouvez nous citer quelques missions que vous avez effectuées? Alors absolument, écoutez, les 3 opérations marquantes pour moi, enfin celles qui ont vraiment compté dans mon parcours, aux différents stades, comme je vous l'expliquais, de ma progression dans l'armée de l'air. La première, c'était quand j'étais pilote sur Jaguar. C'était en 77, donc c'est pas aujourd'hui. Et où on était engagé dans une opération extérieure. Ça a préfiguré vraiment les opérations extérieures, alors qu'à l'époque, tout le monde était tourné vers le rideau de fer et vers les hordes soviétiques, et, entre guillemets. J'appartenais à une unité qui avait comme autre mission l'intervention extérieure, enfin, l'action extérieure, parce qu'intervention a une connotation qui aujourd'hui ne passe pas. Mais ça s'appelait comme ça. Bon. Et en fait, c'était au titre d'accord de défense qu'on avait un certain nombre de pays, dont des pays africains, d'aller intervenir si effectivement leur stabilité était j'allais dire, mise en cause. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. Bon, sauf que c'était, je dirais, pas avec la même ampleur, bien sûr, sauf qu'il y avait le secret total, puisqu'on n'avait pas le droit de communiquer, et de toute façon, à l'époque, on n'en avait pas les moyens. Et en fait, de quoi s'agissait-il? C'était à l'époque où le Sahara occidental revendiquait son indépendance et s'attaquait à la fois à la Mauritanie, qui voulait effectivement avoir sa part du gâteau, et aussi également au Maroc. Et donc le Sahara occidental, via les Sahraouis, qui étaient leur armée, a été armé par les Algériens, d'ailleurs, soutenu par les Algériens, et menait des attaques souvent contre je dirais, le poumon économique de la Mauritanie, qui était le train minéralier qui amenait les minerais de fer de Zouérat jusqu'au port de Nouadhibou pour le faire transiter. Et donc, ils s'attaquaient à ça, et donc ça mettait complètement à genoux cette pauvre économie mauritanienne. Mais ça passait ça, le facteur déterminant. Le facteur déterminant, c'est qu'en fait, les Sahraouis ont pris en otage des Français coopérants à Zouérat. Et c'est là donc qu'il a été décidé d'intervenir. La conjonction à la fois la protection des ressortissants français plus un pays qui appelait à l'aide parce que sur le plan économique il était totalement étouffé. Voilà ce qui nous a fait intervenir. Donc on s'est déployé à Dakar et là on allait faire des missions feu
dès lors qu'ils avaient attaqué le train, le lendemain, dans la foulée, on était mis en alerte et on pistait les colonnes et on allait les neutraliser. D'accord. Ensuite, vous êtes intervenu dans la guerre du Golfe ? Oui. Alors là, le deuxième point, ça a été plus tard. Là, j'étais en état-major, j'étais à l'époque sous-chef opération à la force aérienne de combat. La force aérienne de combat, c'est ce qui met en œuvre tous les avions de combat. Et donc, j'ai été déployé effectivement dans la guerre du Golfe, tout au début. J'étais dans les valises du général Rogloff, si je puis dire. Politiquement, la France voulait absolument être partie prenante parce qu'au fond, c'était une résolution ONU de la libération du Koweït. Donc la France voulait être partie prenante alors que naturellement les Américains s'étaient mis en branle bien avant. Et pourquoi s'étaient mis en branle et s'étaient positionnés ? Parce que naturellement ça faisait partie, cette partie du Moyen-Orient, ça faisait partie de leur réserve stratégique pétrolière et donc il était hors de question que l'Irak, après avoir, envahi le Koweït, poursuive jusqu'à l'Arabie Saoudite et devienne un élément gênant pour les ressources sur lesquelles les Américains avaient la main mise. Plus exactement, dont ils étaient totalement dépendants. Voilà. Donc on a été mis en place cette occasion, et quand on est arrivé là-bas, c'était un petit peu surprenant parce que les Saoudiens ne nous attendaient pas. Alors, c'était une coalition bien sûr, les Saoudiens naturellement étaient en toute souveraineté, des hôtes entre guillemets, mais derrière il y avait la machinerie américaine bien sûr. Mais enfin, donc c'est aux Saoudiens qu'on s'adressait. Et ça nous vient demander des hélicoptères. Bon, regarde un peu, on voudrait amener autre chose. Et donc, et en particulier des avions de combat. Non, mais des avions de combat, on n'en a pas besoin. Vous savez, on en a déjà pas mal, etc. Il faut trouver une base, etc. Et donc, on a insisté, effectivement, pour participer avec des avions de combat et un dispositif terrestre, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en place, initialement avec des Jaguars, et ensuite renforcés par des F-1CR, des avions de reconnaissance qui ont été fort utiles d'ailleurs au départ, des avions de reconnaissance, mais qui avaient aussi une capacité de bombardement. C'était un avion qui était dit polyvalent entre guillemets sur le plan tactique, et bien sûr des Mirage 2000 de défense aérienne pour sécuriser l'espace aérien, participer à la défense de l'espace aérien. Donc voilà, schématiquement la façon dont c'est implanté. Et c'était assez intéressant parce que compte tenu du positionnement politique de la France, et en particulier de son ministre de la Défense, M. Chevènement, qui était tout à fait réticent à cette participation, parce que dans son esprit, il avait peur qu'on se fasse totalement phagocyter par les Américains. Bon, on avait quelques difficultés. C'est ainsi que dans la première partie où on s'entraînait, naturellement, il fallait s'entraîner en national avec nos propres avions, quelques exercices parfois. Je pourrais faire une petite anecdote sur les exercices, d'ailleurs, si vous le voulez, après. Quelques exercices parfois, mais en général, on s'entraînait. En fait, il y avait ce qu'on appelle un ATO, Air Task Order. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une fiche dans laquelle on vous dit, tiens, vous aurez tel créneau à telle heure, tel endroit, etc. C'est pour, grosso modo, coordonner les activités aériennes. Mais en parallèle, les Alliés, les Américains, travaillaient sur ce qu'on appelle un temps de guerre. C'est-à-dire qu'en permanence, ils étaient en train de réfléchir à un engagement aérien si par hasard, effectivement, il le fallait, sur claquement de doigts. Donc ils avaient tout ce travail, suivi en parallèle l'entraînement, et derrière, la nuit, ça travaillait sur identification des objectifs, etc., de toute façon à ce que, si par hasard, il fallait y aller, boum, on appuie sur le bouton, tout était prêt. Voilà. Et nous, il était absolument hors de question politiquement, qu'on s'intègre dans cette notion de préparation d'une opération éventuelle. Donc, résultat, c'était pas forcément simple, parce que moi je m'occupais de la planification des missions, et à chaque fois que je descendais dans l'antre de la préparation de mission, de la planification, j'avais pas de badge permanent, contrairement à tout le monde, compte tenu de la spécificité de notre position, et j'étais obligé de chercher un homologue qui systématiquement me donnait un badge quotidien. Voilà. Donc c'était pas forcément très confortable. En fait, je pense qu'il y avait je ne jette pas la pierre au ministre de la Défense qui avait ses convictions, M. Chevènement. Bon, c'est un patriote. Je dis simplement que sa vision n'était pas du tout adaptée au théâtre, parce qu'on peut garder sa souveraineté et son indépendance, entre guillemets, mais il y a une nécessité de coordination. Or, pour lui, coordination était égale à phagocytage par les Américains. Voilà. Donc, c'est toujours, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est un petit peu toujours la logique de l'OTAN aujourd'hui qui est très phagocytée par les Américains, et quand le dispositif français, allemand ou autre se rentre à l'intérieur,
C'est toujours un peu compliqué de... Oui, mais non, c'est pas... Alors, effectivement, parce que les Américains ont toute une logistique, et en particulier, une capacité dans les transmissions et dans tout le soutien logistique est extraordinaire. C'est en ça qu'effectivement, ils sont forts. Par exemple, tout ce qui est dans l'OTAN, je dirais tout ce qui est soutien, entre guillemets, transmission, c'est pratiquement américain. Bon, c'est un petit peu notre fragilité. Donc, si on se déploie avec nos fusils, mais derrière, il faut quand même qu'il y ait un soutien. Donc, c'était un petit peu, je dirais, la force des Américains. Moi, quand je suis arrivé, que je suis rentré dans leur... Alors, il y avait 7 organismes de planification qui étaient au sous-sol de l'état-major, et il y avait ce qu'ils appelaient la bubble, qui est le centre opération, qui était, vous savez, une espèce d'immense stand gonflable, avec la bagatelle de 1200 personnes dedans, et avec un suivi instantané de ce qui se passait sur un grand écran radar, hein, et puis des pupitres derrière, où vous aviez chaque représentant de pays qui était là et qui suivait l'activité aérienne. Et naturellement, des responsables de commandement qui étaient présents. Donc on a complètement changé d'échelle, quoi. On est passé de l'artisanat à l'hypermarché. Mais là, la position française à ce moment-là, c'était de soutenir la coalition et d'être là au cas où, en fait. Alors la position française, c'était d'être présent parce qu'il y avait une résolution ONU, donc internationale, donc la France, en tant que pays souverain, participait, mais dans les termes stricto sensu de cette résolution, qui était la libération du Koweït, point barre. Alors, je reviens à mon exercice. Un jour, on s'entraînait donc entre nous, bon, et il y a un exercice majeur qui se fait, et pendant cet exercice majeur, il y avait effectivement pendant 3 jours l'espace aérien, et, enfin tout l'ensemble, si vous voulez, du théâtre d'entraînement, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite en l'occurrence, était gelé au profit de cet exercice. C'est-à-dire que soit on y participait, soit pendant 3 jours, on restait à terre, et on ne volait pas. Bon. Et moi, je m'étais dit, c'est assez intéressant parce que on va pouvoir sortir de notre quotidien entre nous et avoir un support d'un exercice global qui est intéressant parce qu'on rentre dans la machinerie, si vous voulez, avec la globalité du fonctionnement d'une opération aérienne, ce qui était intéressant. Bon, on changeait de portage. Et j'avais bien dit à nos camarades américains, écoutez, nous on participe, mais attendez, on participe parce que ça nous apporte un cadre de soutien technique, entre guillemets, réalité, mais on ne participe pas du tout à la finalité, j'allais dire, de la tonalité d'exercice. Nous, on l'utilise parce que pour nous, c'est une fin, mais on n'est pas du tout, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'on adhère et qu'on cautionne la finalité d'exercice. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, l'objectif. Donc, ok, et donc très bien, on participe, c'est extrêmement intéressant. Et où, patatras, on voit un beau colonel des Marines qui s'occupait de communication, qui débarque sur CNN et qui dit « Ah bah, les Français ont participé à cet exercice, on se trouve ça très très bien parce que il semblerait qu'il y ait une ambiguïté sur votre position française, et là, ça montre qu'ils sont complètement avec nous. » Naturellement, tout ça est remonté en haut lieu, et bon, je suis rentré dans ma chambre, et j'ai commencé à faire mes valises. Bon. Et puis pas du tout, parce que en fait, autant c'était une colère qui venait du ministre de la Défense parce qu'il voyait ça comme un signe d'allégeance, autant à l'autre niveau, je l'ai appris par la suite, c'est-à-dire au niveau du président, qui était le président Mitterrand avec son chef d'état-major particulier, l'amiral Langsade, autant là, ils se sont dit non, bah, finalement, bon, c'est un signe qu'on montre, qu'on sort un petit peu de notre isolement, ça veut pas dire que c'est un signe. Donc, ouf, j'ai redéfait mes valises et je me suis réinstallé, donc un peu tranquille. Bon. Voilà un petit peu l'ambiance de l'entraînement. Au niveau de la planification, en fait, il y avait, quand je rentrais là-dedans, il y avait 2 entités. Il y avait ce qu'on appelle le KTO, le Koweït Theater Operation, c'est-à-dire faire des opérations sur le Koweït, et il y avait une autre entité très discrète qui s'appelait le Black Hole, qui porte bien son nom, dans lequel il y avait des Américains, des Anglais, et qui, eux, réfléchissaient à une stratégie, je dirais, plus avancée, en matière, si vous voulez, d'attaque dans la profondeur, en Irak. Ce qui, nous, n'était pas notre cas, puisque nous, c'était écrit Koweït, terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Bon, ok. Donc voilà, on l'esprit dans lequel c'était, et puis ça se déclenche, et donc on y va. Les premières missions où on utilisait notre concept d'emploi qui était adapté à la Centre-Europe, qui était très basse altitude, très grande vitesse, pour éviter les artilleries et tout ce qui était missiles.
et d'ailleurs pour lequel c'était la difficulté, nos systèmes d'armes étaient dimensionnés, c'est-à-dire qu'ils étaient conçus pour faire tirer des munitions, entre guillemets, entre basse altitude et entre vitesse. Et là, donc, première mission, bien allumée. Hein, d'ailleurs, vous savez, on a un avion qui est rentré, on ne sait pas comment. Les Anglais aussi, qui utilisaient le même mode d'action, ont été aussi allumés. Et en fait, on est rebasculé, si vous voulez, finalement, à la moyenne altitude, c'est à 6000 mètres, là où, effectivement, on sortait je dirais, du risque de missiles, en tout cas, où on était protégé par des avions américains qui, effectivement, détectaient, neutralisaient et tiraient les systèmes d'armes solaires. Donc, on a changé de portage, sauf que, effectivement, nos systèmes d'armes n'étaient pas habitués au tir en haute altitude, donc on était obligé d'avoir recours à un bricolage, comme d'habitude, c'est le génie français, enfin, pas du col, où, effectivement, on se mettait dans une position, on réduisait les gaz, on mettait le poing et voilà, on a réussi, mais ça nous a permis d'être efficaces et de se sortir de cette menace qui nous avait fortement contrariés. Bon. Alors voilà, donc après, les opérations, je vais passer rapidement dessus parce qu'on sait ce que c'est 4 semaines d'offensive aérienne et une semaine d'offensive terrestre, parce que le terrain avait été déployé. Quelle tactique utilisaient les Américains? C'est ce que j'appellerais l'overkilling, c'est le rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'on passe 3 ou 4 fois sur le même objectif et on le laminait pour être sûr. Au début, nous, on était limité au théâtre koweïtien. Il a fallu que je me batte pour dire, mais attendez, c'est bon, le Koweït, en 3 jours, il était vitrifié, etc. Donc, il faudrait peut-être aller ailleurs. La vraie menace, elle est en Irak. Avec la garde républicaine qui était prêt à bondir aux frontières de l'Irak. C'est là qu'il fallait le neutraliser. Non, etc. Non, c'était le mot revenu. Puis finalement, après, ils se sont rendus à raison que la vraie menace était là, et donc on s'est mis dans la logique de planification des alliés, sachant que tous les objectifs que je prenais, je les ai envoyés à Paris, et ils étaient validés par Paris. Pour que j'ai le feu vert, pour que je fasse partir mes patrouilles. Voilà, c'est grosso modo le schéma. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces opérations et celle-ci en particulier? Le dernier point, si je peux me permettre, en fin de carrière, alors cette fois-ci, j'ai été REP France, quand j'étais patron de la force de combat. REP France, c'est celui qui représente le commandement français, French Representative, à Tampa, en Floride, pour l'engagement de nos forces en Afghanistan. Et c'est celui qui est là pour vérifier effectivement que les moyens qui sont mis à disposition français à disposition de la coalition sont employés suivant les termes du mandat qui était prévu. Voilà. D'accord. Justement, j'ai noté de vous interroger sur cette expérience aux États-Unis parce que c'est très intéressant et c'est en lien avec ce pourquoi aussi je voulais vous rencontrer aujourd'hui, qui est la thématique des anciens combattants et du coup des vétérans. Le terme est un peu plus américain, on parle plus de vétérans aux États-Unis qu'ici. Justement, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre fonction aujourd'hui par rapport à l'Union nationale des combattants et qu'est-ce que ça représente, en quoi ça consiste? Alors, l'Union nationale des combattants, c'est important de revenir à ce que c'est au départ et de son appellation. C'est l'Union nationale des combattants, et pas des anciens combattants. C'est-à-dire que par définition, c'est intergénérationnel. Donc ça, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité et il y a un flambeau qui se passe. Donc, je ne connaissais pas très bien le monde des anciens combattants avant de l'intégrer. Et pour cause, parce que je le trouvais, parfois, je le réduisais, mais c'était une erreur de ma part, je le réduisais à quelque chose d'assez suranné, passéiste, et pour moi, les anciens combattants, ce sont les gens, les porte-drapeaux qu'on trouvait le 11 novembre, et puis je ne voyais pas du tout ce qu'il pouvait y avoir comme potentiel derrière, et ce qu'on pouvait faire. Et quand je suis rentré dans cette association, j'ai vu effectivement, je dirais, toute la marge de possibilités, de potentiel qu'on avait, en nous appuyant sur 3 choses. 1, on est intergénérationnel. 2, on est totalement apolitique. Il y a certaines associations qui ont une petite teinture, nous, c'est pas le coup. Donc ça nous donne une légitimité, entre guillemets, et en tout cas, on ne peut pas nous être soupçonné de travailler pour une cause. Et le 3e point qui me paraît très important, c'est qu'on a une implantation territoriale et un maillage territorial très fort. Voilà. Donc ça, c'est quand même 3 points forts sur lesquels qui vont nous servir pour décliner après notre action.
Alors, l'action, c'est quoi? C'est la solidarité. La solidarité, c'est bien sûr vis-à-vis de nos plus anciens, vis-à-vis des camarades, et vis-à-vis des blessés. Dans les blessés, vous savez qu'ils sont pris en compte par l'institution, mais vous avez quelque chose qui s'appelle le syndrome du stress post-traumatique. Et ça, c'est quelque chose qui, ça peut se traiter, ça peut ressurgir, ou ça peut surgir quelques années après avoir quitté l'institution. Et donc notre rôle, c'est un peu un rôle de vigie. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'effectivement, d'un OPEX, puisque ça touche principalement les OPEX, qui commencent à, pardonnez-moi l'expression, déverrouiller, dériver, et on en a retrouvé des clochards avec la carte du combattant quand même, alcoolique. Donc on ne veut pas ça. Donc je dirais que cette espèce d'implantation territoriale nous permet d'avoir une vision et d'avoir des écrans radars qui permettent de détecter éventuellement les gens avec ces gens-là, avant que ces victimes-là, entre guillemets, ces blessés, parce que ce sont des blessés, avant que ça n'aille plus loin, et de leur tendre la main. Avec quels moyens? Alors, il est hors de question de se substituer aux spécialistes, assistantes sociales, psychiatres et autres. Bon, c'est pas notre métier. Non, nous, c'est leur tendre la main. Les détecter, leur tendre la main et, si vous voulez, petit à petit, essayer de les ramener dans un cadre normal, mais sans aucune vertu thérapeutique. Oui, je veux dire, c'est en complément. Par exemple, il y a des maisons qui se créent qui s'appellent Athos, vous en avez parlé, un projet Athos. Donc, nous, c'est peut-être de les aider, de se diriger vers là. C'est leur dire, on est là, on a une bienveillance à votre égard. Essentiellement, c'est pas nous qui vous soignerons, on n'est pas médecin. On peut vous aider simplement si vous avez un projet, et on peut vous aider à votre reconstruction au travers de votre propre projet. Voilà, donc on aide aux blessés et surtout aux blessés post-traumatiques. Et naturellement les autres, bien sûr. Est-ce que vous avez des exemples de projets justement de personnes qui sont venues vers vous Alors, c'est une structure qu'on est en train de mettre en place. J'ai un groupe de travail blessés et on a effectivement désigné des référents par département. Et ce sont eux qui sont là pour, j'allais dire, organiser cette mission de vigie. Donc oui, on a déjà récupéré des gens en situation de dérive extrême, pour être très pudique. D'accord. Et donc après, vous les mettez en relation avec les services de l'institution. On essaie de les récupérer. Après, oui, je veux dire, c'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile. Mais on se dit peut-être qu'on doit être un trait d'union entre guillemets qui permette de ramener ces blessés là dans un système normal. Il y aura peut-être un échec. C'est pas grave. Il faut tenter. On peut pas, si vous voulez, faire preuve de résignation. Non, il faut y aller. Voilà, etc. Et à partir du moment où si vous voulez, ils retrouvent une certaine, un regard qui se porte sur eux, qui n'est pas un regard récupérateur. Et au fond, on peut leur redonner leur dignité. Je crois que c'est important. Voilà, c'est ce rôle-là, on leur tend la main, puis après, si vous voulez, on les aide, et puis après, à l'impossibilité tenue. Mais c'est notre devoir, Alors, autre aspect solidarité, ça consiste aussi, c'est un petit peu différent, ce sont tous ceux qui quittent l'institution, et en particulier, je pense aux engagés, qui quittent après de 4 ou 8 ans, et qui partent, ou 4, 6 ou 8 ans, enfin je ne sais pas, et qui partent sans retraite, bien sûr, avec un bagage, un métier, etc. Bon, ils ne quittent pas forcément avec un fol amour de l'institution dans laquelle ils ont servi, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, peut-être qu'un jour, ils pourront voir qu'on peut leur être utile. Alors, comment on peut leur être utile? Ces jeunes se retrouvent brutalement propulsés dans la vie civile. Bon. Ils sortent d'un camp protecteur qu'est l'armée. Parce que l'armée, finalement, elle vous assiste, elles assistent les militaires. Et c'est très bien ainsi, pour éviter, effectivement, qu'ils aient un certain nombre de gestion administrative qui leur prennent leur temps. C'est pour les centrer sur leur métier de militaire. Bon. Mais ceci dit, quand on se retrouve civil, si je puis dire, dans le monde civil, il y a tout un maquis administratif, il y a toute une insertion qui est nécessaire.
Donc, avec ce maillage territorial, une fois de plus, c'est-à-dire parce qu'on a, on peut les aider. On peut les aider, leur dire, est-ce qu'il faut faire, pour des gens qui sont un petit peu perdus devant, je dirais, le monstre administratif français. Bon. On peut les aider aussi à la reconversion. Alors, une fois de plus, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on ne se met pas en concurrence avec les structures existantes. On ne se met pas du tout en concurrence avec Défense Mobilité, je crois, dont la durée d'action est de 3 ans. Hein, près de 3 ans, et les gens sortent des écrans. Bon. Nous, on a créé une structure qui s'appelle Implication. Alors, enfin, non, pas créé, pardon. Il y a une structure qui s'appelle Implication et avec laquelle on a signé un partenariat. Et c'est quoi Implication ? Je trouve que c'est une structure, si vous voulez, c'est pas une usine à gaz, pardonnez-moi l'expression. C'est une structure souple avec, d'un côté, des gens qui ont quitté l'armée et qui ont eu une reconversion et qui connaissent les codes du monde civil. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui, effectivement, rentrent dans le monde civil et cherchent un métier. Et donc, c'est une espèce de coaching qui se fait pour permettre à celui qui cherche un travail de construire son projet, parce qu'il faut impérativement que le projet soit construit, mais éclairé par un ancien militaire, donc qui connaît un petit peu le mode de fonctionnement des militaires, et puis qui en même temps connaît très bien le mode de fonctionnement civil, et pour lui dire, l'aider à aller dans si vous voulez, dans cette insertion et avec succès. Voilà, donc c'est une. Alors une fois de plus, j'en reviens toujours à mon truc récurrent, maillage territorial. Les gens qui arrivent, effectivement, on les voit et on leur tend la main. Voilà, si vous voulez, cette notion de solidarité. Et ça, vous l'avez dit, ça se fait au niveau de toutes les générations, parce que quand on a en tête, quand on parle d'anciens combattants, on a, comme vous dites, on a l'image de personnes plutôt âgées qui sont dans les cérémonies et qui... Absolument. Voilà. Mais moi, je suis en train d'essayer de relancer un petit peu notre dynamique. Hein. On a un projet, un groupe de travail à venir. L'avantage de ces gens qui ont un certain âge, c'est qu'ils font partie du paysage. Hein. Donc ils connaissent parfaitement, je dirais, leur environnement. Donc ça, c'est une force. C'est une force. Voilà. Et cette nouvelle, la dernière génération, j'ai vu sur votre site internet en faisant des recherches, vous parlez de 4e génération. Oui. À quoi ça correspond exactement ? Alors, on est, et c'est un petit peu, je dirais, le challenge en même temps, et le défi, c'est que on est sur des générations qui psychologiquement et sociologiquement sont tout à fait différentes. Je dirais les 3 premières générations, c'est-à-dire 14-18, il n'y en a plus. 39-40, il y en a très peu, l'Indochine et l'Algérie. Si on regarde, si on analyse ce qu'ils ont fait, j'appelle moi ça unité de temps, de lieu et d'action. Alors je vais m'expliquer très rapidement. C'est des guerres qui ont duré, pour horrible qu'elles puissent être, qu'elles puissent avoir été, je pense à 14-18, mais qui ont duré un temps déterminé. Après, la guerre a été finie. Ça, c'est ce que j'appelle l'unité de temps. L'unité d'action, c'est quoi ? Il s'agissait effectivement de défendre la France. Hein, et l'unité de lieu, c'était la France. Bon, ok. Même chose, 39-40. Limité dans le temps, la France. Même chose en Indochine, même si c'était un corps expéditionnaire, c'était l'Empire français. Même chose, d'une certaine façon, en Algérie. Je ne parle pas de jugement de politique, mais c'était un département français et on allait le défendre. Bon. Deuxième point important, armée de conscription. Des appelés, sauf en Indochine, mais c'est un cas particulier. Donc vous voyez, on se retrouve maintenant avec une nouvelle génération qui sont des engagés, qui sont remarquablement protégés par l'institution, parce que ces associations d'anciens combattants, c'était pour défendre des droits, si vous voulez, parce qu'il y avait un État qui était en total, je dirais, impéritie vis-à-vis des droits que revendiquaient, mais plus que revendiquaient, les droits, les devoirs du pays vis-à-vis d'eux. Donc ils étaient là pour porter effectivement certains, j'aime pas le terme, un certain nombre d'ententes, parce qu'ils étaient totalement négligés. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Oui, on rappelle que le militaire a eu le droit de vote après les femmes, voilà, c'est ça, oui, par exemple. Okay, oui. Bon, mais je reviens à cette jeune génération des engagés. Bon, pas du tout sur un théâtre national, entre termes, donc l'unité d'action, elle n'est pas... l'unité de lieu, pardon, qu'elle n'est pas là.
Et l'unité d'action non plus. Hein. C'est le Sahel, c'est l'Afghanistan, c'est le Kosovo, etc. Donc, eux, les nouveaux, les jeunes, à la différence des anciens qui se retrouvaient à célébrer, j'allais dire, ce qu'ils avaient vécu ensemble, c'est-à-dire une expérience commune. L'Algérie, même si c'était dans des armes différentes, même si c'était pas au même endroit, ça a été l'Algérie, ça a été un combat commun à partager. Eux, c'est complètement différent, les jeunes. Complètement différent. Et donc, il faut prendre en compte ça. Un des engagés, deux qui ne se retrouvent pas forcément dans ce que, je dirais, l'entre-soi que portent les anciens combattants dont on parlait. Et ils se retrouvent beaucoup plus finalement dans des associations régimentaires. Parce que eux, je dirais, leur dénominateur commun, c'est l'association régimentaire. Donc voilà un petit peu, je dirais, le challenge qu'on peut avoir, j'allais dire, dans la façon dont on peut, dont on doit envisager l'avenir et la façon dont on peut, j'allais dire, accrocher intelligemment nos jeunes. Il faut qu'on leur montre qu'on est autre chose que des gens qui célébreront le 11 novembre, mais qu'on a une certaine dynamique et tous les points que j'ai évoqués tout à l'heure. L'autre point qui me paraît extrêmement important, c'est que on a je vais reprendre, pardonnez-moi ce qu'avait dit le président Macron, il ne faudrait pas que les soldats inconnus d'hier deviennent les soldats méconnus d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a des professionnels qui sont sur des théâtres un peu abstraits. Bon, quand il s'agit de défendre la France, c'est la France, on est là, c'est son patrimoine. Aller défendre, aller en Kosovo, en Yougoslavie ou au Sahel, bon, oui, d'accord, mais vous apercevez d'ailleurs qu'il y a une opinion publique qui commence à un petit peu s'émouvoir, qu'on ramène un certain temps, malheureusement, tant de morts. Bon. Donc, moi, ce que je demande, c'est que dans ce pays... Alors, en plus, vous rajoutez là-dessus une contraction extraordinairement forte, si je puis dire, de position, mais de la carte militaire, d'implantation militaire française. Il y a des endroits où on ne voit plus un militaire. Donc, au fond, des professionnels qui sont sur des théâtres, bon, on ne sait pas trop ce qu'ils y font. Une société qui vit sur l'émotion. Effectivement, quand malheureusement on a des camarades qui reviennent du Mali entre quatre planches, il y a une émotion collective, mais qui dure 2 jours. Après, on passe à Duhamel, on passe à Strauss-Kahn, on passe à Jacques Lang, on passe... J'en sais rien, si vous voulez. Donc, il n'y a pas cette persistance qu'il devrait y avoir sur ce que fait le militaire, je dirais, sur sa mission, sur son sacrifice, sur la singularité de son métier. Et moi, je reprends tout à fait ce que dit le général Lecointre sur la singularité du métier des militaires. Et ça, c'est quelque chose, une fois de plus, maillage territorial, on est connu, c'est un message qu'on doit faire passer de façon subliminale en permanence aux gens. Attention, militaires, vous les voyez le jour malheureusement au 14 juillet ou quand ils reviennent du Mali, mais c'est autre chose, c'est pas le même métier que tout le monde. D'ailleurs, ce que je dis, c'est que le militaire, c'est quand même un citoyen étrange. Obligation de réserve. Ok, très bien. Obligation de disponibilité. Ah oui, ok, parfait. Pas le droit de se syndiquer. Ok, Et c'est fondamental, et ça revient sur ce que je dis, il n'a pas le droit de retrait, à la différence de tout autre fonctionnaire. C'est-à-dire que le droit de retrait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand le fonctionnaire estime qu'effectivement ses conditions et la sécurité est mise en jeu, il n'y va pas. Le militaire, il y va. Ça fait quand même, je dirais, c'est un peu, ça montre un petit peu quand même ce que fait ce qu'est le militaire, bon, et la singularité de son métier. Donc moi, ce que je dis, c'est ça. On doit en permanence porter auprès du citoyen et auprès de nos édiles, nos politiques, porter ce message. Nos militaires, voilà ce qu'ils font, voilà leur sacrifice, voilà ce que vous, pays, vous leur devez. Oui. Ça passe par des actions de communication. Oui. Parce que ça doit être dans les médias. Ça, c'est de la présence. Ouais. C'est de la présence, je veux dire, c'est de la présence et de l'infusion sur place. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de vos prérogatives au sein de l'UNC aussi? Moi, dans l'UNC, c'est une organisation fédérale. Donc, on a à peu près 170 000 aujourd'hui, et on se décline avec une organisation départementale qui se décline elle-même en association. Bon, au total,
je reviens au maillage territorial, excusez-moi, c'est obsessionnel, ça fait plus de 4000 associations. Alors, il y a des grosses associations, des petites, mais enfin, ça montre bien notre implantation. Donc moi, ce que je demande à nos... Mais je n'ai pas je dirais, de pouvoir, entre guillemets, ça n'est pas une organisation verticale, hein, je les fais adhérer à cet esprit, je dis, voilà ce que je souhaite ce que vous fassiez. Donc c'est important. Donc après, vous voyez, je souhaite qu'ils s'imprègnent. Après, moi, c'est une affaire de persuasion pour leur dire, voilà, hein, sortez de l'image que vous avez, montrez que vous êtes autre chose. Il y a un secrétaire d'État aux affaires des anciens combattants. Il y a un ministre délégué à la mémoire et aux anciens combattants. Oui, tout à fait. Et c'est quoi votre lien avec lui ? Le lien, il est quasi, pas quotidien, bien sûr, je ne dirais pas ça, mais vous savez qu'on a en France une structure qui s'appelle l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, dont j'ai demandé, et dont d'ailleurs on est appuyé par des sénateurs, on a demandé à changer le nom et d'appeler l'Office national des combattants. Parce qu'il y a aujourd'hui, je crois, un peu plus de 230 000 cartes OPEX, hein, je veux dire, donc c'est la carte de combattant OPEX, ça veut dire que, hein, j'en reviens à ce que je disais, c'est la notion, si vous voulez, de conflit borné dans le temps, c'est fini, hein, on est en permanence sur le terrain. Mais justement, ça, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est-à-dire qu'un jeune qui s'est engagé, qui a 18 ans, qui, on va dire, tout se passe bien, à 19-20 ans, il est envoyé au Mali, il rentre après ses 4 mois de mandat, il est ancien combattant. Alors oui, il y a des conditions, tout à fait. Il faut avoir fait 4 mois, c'est 120 jours, je ne me souviens plus exactement, je devrais le savoir, mais je crois que c'est 4 mois. C'est 4 mois, c'est une OPEX en fait. Comment ? C'est une OPEX. Au bout de la première OPEX. Ça dépend, si vous voulez, ça dépend alors vous avez le TRN, hein, et donc c'est au bout d'un temps déterminé, et la carte du combattant, doit être 120 jours ou... Bah oui, c'est ça, ça fait 4 mois. 4 mois, exactement. C'est en jours, ouais, c'est ça. Donc il y a la carte du combattant, avec toutes les prérogatives liées, je dirais, à cet extraordinaire privilège d'avoir la carte du combattant, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'une retraite dorée à partir de 65 ans, 730 € par an, magnifique, hein. C'est beaucoup, c'est énorme, bon, ok. D'avoir effectivement la possibilité de la rente mutualiste, ça c'est important, enfin bon, à condition qu'on peut et puis d'avoir une demi-part fiscale en moins à 74 ans. Oui, donc on ruine la France. On ruine la France. Bon, non, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que effectivement, il y ait une attention portée par les pouvoirs publics. Et je trouve qu'avoir un ministre maintenant délégué, parce qu'il est monté d'un cran, il était secrétaire d'État, c'est extrêmement important. Parce que l'ONAC, ça ne fait pas que ça aussi. Ça s'occupe aussi de tout ce qui est, je dirais, aussi des blessés. Ça s'occupe aussi de la reconversion. Voilà. Donc c'est vraiment une structure étatique qui est dédiée aux combattants, aux anciens et aux combattants. Voilà. D'accord. Non, mais c'est intéressant cette différence que vous montrez entre les conflits qui ont forcément évolué, le fait qu'il y ait des combattants tous les jours, de nouveaux combattants, de nouveaux anciens combattants. Et le terme ancien, pour un jeune de 20 ans, c'est sûr que c'est pas pertinent. On travaille avec une sénatrice là-dessus, qui a demandé officiellement qu'on change et qu'on appelle ça l'Office national des combattants, quoi. Je veux dire, il faut qu'on. Alors après, ça bouleverse des schémas intellectuels, mais c'est ça la vérité. Et justement, dans ce lien entre les générations, on parle de devoir de mémoire. Oui. Le devoir de mémoire, quelque part, il a un peu rien à voir entre le devoir de mémoire de la guerre de 14-18 ou de 39-40 où on défend le territoire national et celui où on va défendre, quelque part, une mission. C'est une excellente question. Et je vous répondrai la chose suivante, et d'ailleurs c'est une de mes positions, dans les grandes commémorations, 14 juillet, l'appel du général de Gaulle, bon. Et le 11 novembre, moi je dis, le 11 novembre, en matière de cérémonie du souvenir, c'est celle qui est essentielle, extrêmement importante, et vous avez des tas d'autres petites cérémonies qui se greffent. Non, il faut se centrer sur le 11 novembre. Pourquoi ? Parce que le 11 novembre, c'est bien sûr la fin de la Grande Guerre, bien sûr, mais c'est surtout l'hommage rendu à tous ceux qui sont morts pour la France. Du poilu de 14-18 jusqu'à l'OPEX d'IAD. Donc, si vous voulez, cette chaîne un petit peu sacrée de ceux qui sont morts pour la France,
elles s'expriment au travers de cérémonies. Et voilà le lien sacré entre toutes les générations. Voilà le lien sacré. Donc quand on parle de devoir de mémoire ou de travail de mémoire, ça veut dire rendre hommage, bien sûr, à ceux qui sont morts pour la France, ne pas oublier. Mais comment ne pas oublier et comment rendre hommage? Eh bien en transmettant. Et comment transmettre? On transmet c'est par du témoignage. On transmet au travers du monde scolaire, donc ce qui suppose d'avoir une relation forte avec les enseignants. Et c'est ce que j'appellerais notre devoir citoyen. Nous sommes des porteurs de citoyenneté par notre passé. Parce que la mémoire combattante, c'est quoi? C'est expliquer que du poilu de 14-18 jusqu'au petit gars là, qui se trouve, pardon, je dis ça avec beaucoup d'affection, ce sont des gens qui étaient là pour défendre la liberté. Défendre la liberté. Et je fais un parallèle d'ailleurs. Je dis aujourd'hui, malheureusement, on a assisté à la décapitation tragique d'un professeur qui s'appelait Samuel Paty. Parce que il enseignait un certain nombre de choses et qui étaient destinées effectivement à bien ancrer dans l'esprit des jeunes la notion de liberté d'expression et de discernement, enfin, de développer la faculté de discernement. Il a été égorgé pour ça. Bon. Et je mets ça en parallèle avec nos jeunes qui sont au Mali. Qu'est-ce qu'ils font, nos jeunes au Mali? C'est pareil. Enfin, c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais je veux dire, l'objectif est le même. Ils se battent face à des barbares, justement, pour qu'on puisse avoir toujours cette liberté et pour que nos enseignants puissent l'apporter. Vous voyez, donc c'est comme ça un petit peu que j'entrevois le rôle de la mémoire. La mémoire, c'est une façon de porter un message de citoyenneté. Et je suis pour la mémoire. Vous avez l'histoire qui est une science un peu froide, et vous avez la mémoire. La mémoire, c'est, j'allais dire, centrer une cérémonie autour d'un personnage ou autour d'un événement qui a marqué une commune, par exemple. Oui. Et ça se prépare en amont. Et donc ça permet d'incarner, de s'approprier la cérémonie pour les gens qui l'ont préparée avant. Et vous pouvez très bien utiliser des jeunes, si vous voulez, pour faire des lectures. Vous pouvez très bien faire témoigner un OPEX aussi. Vous voyez, c'est open, si je puis dire. Mais à mon avis, il y a un travail dynamique et intelligent de la mémoire et à personnaliser en fonction des circonstances. Est-ce que ce travail de mémoire, on va dire plutôt cette perception de l'univers civil, des citoyens, est-ce qu'il n'est pas en train de diminuer en termes d'intensité ou en termes de... On voit effectivement, vous citez cet événement tragique, avec les attentats ne se multiplient pas. Il y a toujours eu beaucoup d'attentats dans l'histoire, c'est juste que c'est beaucoup plus médiatisé. Mais on sent une défiance de plus en plus forte auprès de l'armée, ou des militaires du moins, dans les médias mainstream, dans l'image des gens. Vas-y, continue. Je dirais pas ça, je dirais que la défiance qu'il y a, c'est pas du tout, par exemple, la défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis de la police, justement d'ailleurs. Non, les militaires, on les aime bien. Seulement, on a tendance un petit peu à les oublier. Et la défiance dont vous parlez, c'est pas tellement vis-à-vis des militaires, c'est vis-à-vis de l'emploi qu'on en fait. Donc c'est une défiance politique, c'est pas une défiance pour ceux qui sont sur le théâtre et qui risquent leur vie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vois, après tout le monde ne fait pas forcément le lien entre le militaire et son emploi. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, à mon avis, ça a bien changé. Ça a bien changé. Je pense que, entre guillemets, l'armée a une image assez positive. D'ailleurs, je crois que tous les sondages qui sont faits donnent quand même une image positive. Mais le problème, c'est que cette image, c'est les zappings, quoi, je veux dire. Donc, et cette image où on voit effectivement des militaires. 14 juillet, ça reste toujours une cérémonie très forte. Mais je crois que, si vous voulez, nous, notre job, c'est justement d'entretenir, si vous voulez. Donc, que ce soit pas un truc sur lequel on zappe, et puis ensuite, c'est d'entretenir, c'est-à-dire de mettre de la persistance, vous voyez, voilà. Mais voilà ce que font les militaires, voilà leur métier, voilà ce qu'ils font. Ils sont là, au service, et vous avez, vous, citoyens, un devoir, compte tenu, j'allais dire, du sacrifice, entre guillemets, qu'ils font. Je voulais qu'on aille sur le terrain des États-Unis que vous connaissez bien pour les raisons que vous avez expliquées. Et le fait que, par exemple, aux États-Unis, il y a un truc qui frappe quand on va dans des coins où il y a des bases militaires, des Marines ou de l'US Army ou ailleurs, on voit qu'il y a un sentiment très fort un amour presque du vétéran, du soldat qui s'est battu.
pour la démocratie, pour la liberté, comme vous le dites. Comment on l'explique et pourquoi on n'a pas ça en France? Alors, parce qu'on est un vieux pays. Je peux alors, les Américains, ils sont très très contradictoires quand même, parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, il n'y a pas eu un truc auquel j'ai assisté, un match de baseball ou j'en sais rien, sans qu'à chaque fois il y ait l'hymne américain, et l'hymne américain, tout le monde met la main sur le cœur, si vous voulez. Donc, le drapeau américain, c'est quand même quelque chose de fort. Alors, quand vous dites effectivement le sentiment pro-américain, je veux dire favorable aux militaires, oui, c'est vrai. Il y a eu quand même dans les années 74 de fortes contestations sur le Vietnam. Hein, donc, bon, alors c'est plus une contestation politique, mais oui, non, je pense que mais ça c'est dans je dirais, c'est dans l'esprit américain. Hein, l'Américain, c'est le citoyen qui défend ses valeurs et qui les défend au travers de sa démocratie, au travers de l'armée. C'est complètement différent. On est dans un portage différent. Nous, nos anciens combattants, nous sommes soutenus par l'État, hein, donc un organisme étatique. Les Américains, effectivement, ils sont plus en tant que par leur administration, anciens combattants, mais il y a autour, il y a tout un mécénat, hein, et toutes les opérations, comme d'ailleurs, les Anglais, hein, c'est la même chose. Hein, c'est du charity business, comme on dit. Et je peux vous assurer que là, véritablement, effectivement, toutes ces associations sont très riches parce qu'elles ne vivent pas sur la cotisation de leurs adhérents uniquement, hein, mais elles vivent, si vous voulez, sur tout ce que peuvent leur donner des mécènes, des gens qui les supportent. Quoi. Bon, c'est complètement différent. Mais regardez, les Anglais, la British Legion, tout à fait différent. Vous savez que nous, on a le bleuet. Le bleuet, qui est bleu comme son nom l'indique. Pourquoi je dis ça? Ça a son importance, mine de rien. C'est un détail, mais qui a son importance. Le bleuet, effectivement, on le vend, on fait une collecte pour le bleuet, et ça va, je dirais, en soutien d'action sociale de l'ONAC et donc de l'Office national des anciens combattants. Donc, okay, bon. Les Américains, les Anglais, ils ont la même chose, ça s'appelle le poppy. C'est ce petit coquelicot rouge. C'est leur bleuet à eux, c'est la même chose. Organisé par du charity business, entre guillemets. Donc, pas par un office national, etc. Nous, on a dû faire au mieux l'existence du bleuet au moment de la célébration du centenaire de la guerre. Le bleuet a dû rapporter, je crois, 2 millions d'euros. Bon, après, naturellement, quand on a passé, si vous voulez, l'émotion de centenaire étant passée, bon, les collectes, en plus avec aujourd'hui le problème du confinement, autant dire qu'elles sont descendues à l'étiage. Bon, les poppies des British, là, hein, 50 millions d'euros par an. Ouais, c'est pas le même business. Et oui, dans ce même business, ça veut dire que l'esprit est complètement différent. Oui, parce qu'il y a plus cette ouverture aussi au privé, peut-être. Ça tient à une relation qui est tout à fait différente entre si vous voulez, c'est la France étatique. Hein. La France étatique, on a des militaires, c'est l'État qui s'en occupe. Donc, puisque c'est l'État qui s'en occupe, on n'a pas à s'en occuper. Chez les anglo-saxons, c'est pas du tout la même chose. Juste un dernier mot sur la question du recrutement. Alors, ça peut paraître bizarre de vous parler de recrutement à vous. Pour nous ? Oui, non, pour le jeune qui s'engage dans l'armée. Ah oui. Parce qu'au final, vous êtes plutôt en bout de chaîne. Mais au final, comme vous l'avez souligné, le début de la chaîne est très important aussi, parce que si le jeune qui s'engage n'a pas, ne serait-ce que connaissance que vous existez, vos missions, etc., ça va être compliqué d'arriver à le récupérer en bout de chaîne. Est-ce que vous faites des actions en particulier à ce niveau-là, au niveau du recrutement, au niveau des jeunes qui s'engagent quand ils font leur classe ou... Alors, je demandais à ce que si on le peut, on intervienne dans le SNU. Après, ce sont des initiatives, j'allais dire, assez locales. Alors déjà, ce que j'évoquais, quand vous portez la mémoire, entre guillemets, comme, j'allais dire, élément fort de la citoyenneté, et quand vous allez, j'allais dire, témoigner, entre guillemets, auprès des jeunes, là, ça leur donne une idée sur ce que peut être effectivement la mission d'un militaire. Oui, donc ça, on leur ouvre un univers qui leur sort de leur Game Boy ou de leur machin comme ça, si vous voulez. Bon, okay. Ça, c'est sûr.
Ensuite, on a des initiatives locales qui sont assez intéressantes, en particulier au travers du drapeau. Les porte-drapeaux, on les évoquait, et donc dans certains départements, on a créé effectivement, j'allais dire, une mission qui s'occupe des porte-drapeaux des jeunes, si vous voulez, et qui les amène je dirais, à toute la symbolique du drapeau. Il y a des cours de défense, si vous voulez, c'est-à-dire que on accroche les jeunes à la citoyenneté et au travers de la citoyenneté, à la défense. Et donc, in fine, effectivement, à ce que peut être le rôle du militaire là-dedans. Voilà. Mais on n'a pas je dirais, stricto sensu, on n'est pas agence de recrutement. Quoi, je me doute. Dernière question, s'il devait y en avoir un, quel serait le conseil que vous donneriez à, pas forcément peut-être un jeune qui veut s'engager, mais un jeune combattant de cette génération, de cette 4e génération? 5e même. Là, c'est la 5e maintenant? 14-18, 39-40, Indochine, Algérie. D'accord, donc la génération du Mali, c'est la 5e du coup? Oui, enfin, c'est la 5e. Qu'est-ce que vous donneriez La dernière génération. La dernière génération. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de votre action, de ce qui est l'esprit peut-être de l'UNC Ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que pendant la période d'activité, donc, ils sont dans une structure militaire, mais que le monde combattant, et en particulier des associations comme les nôtres, c'est véritablement une structure où on partage toutes ces valeurs qu'on a en commun. C'est ça la société. Donc on se retrouve au travers de ces valeurs combattantes qu'on porte, et une fois de plus, ça s'inscrit dans le message que je disais. C'est-à-dire que tout ça, c'est vis-à-vis de nos concitoyens, de dire voilà ce qu'on fait, voilà c'est ça, donc une certaine fierté d'avoir partagé des valeurs et des valeurs qu'on se reconnaît au travers de ça. Oui, c'est un élément de reconnaissance. Voilà ce que je leur dirais. Au-delà de l'aspect naturellement que j'évoquais, solidarité et autres, qui a son importance, mais je veux dire, l'esprit. Rejoignez-nous parce que on est solidaire dans des valeurs qu'on partage. Voilà. Et on a besoin, je dirais, de se nourrir les uns des autres et de nos expériences réciproques. Parce que on concourt tous à une seule et unique mission, qui est défendre les valeurs de la France. Voilà. Super, merci beaucoup pour votre temps et tout ce partage d'expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier, disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations. À très vite dans un prochain épisode.